Le 25 novembre 1965, à 5h30 du matin, le général Mobutu prend le pouvoir et annonce la destitution du président Joseph Kasavubu. Le Congo sort à peine de 5 années de chaos, sécession, rébellions armées, effondrement administratif et crise économique profonde. Le pays est exsangue, mais Mobutu promet une rupture. Le 12 décembre 1965, au stade Tata Raphaël de Kinshasa, devant une foule immense, il lance un appel solennel à la nation. Pour lui, le salut du Congo passera par le travail, la discipline et l'industrialisation. Il invite chaque citoyen à se retrousser les manches et déclare « Pour réaliser ce programme de redressement, il nous faudra des bras, beaucoup de bras ». Joignant le geste à la parole, il remonte symboliquement ses manches devant la foule. Le salongo est instauré. Chaque samedi après-midi, les citoyens sont appelés à participer à des travaux d'intérêt collectif, nettoyage, entretien des routes, assainissement des quartiers. Très vite, le régime lance une industrialisation accélérée. Des usines voient le jour, Unaco à Limete pour les allumettes, des unités agro-industrielles à Boma, la raffinerie de la Saucire à Mwanda, des chaînes de montage automobile et d'autres projets industriels. Parallèlement, Mobutu entreprend de reprendre le contrôle des richesses nationales. La loi Bakajika est appliquée, puis, le 31 décembre 1966, l'Union minière du Haut-Katanga est nationalisée pour devenir la Gécamine. Le 20 mai 1967, avec le manifeste de la Nsele, Mobutu fonde le Mouvement populaire de la Révolution, pilier idéologique du nouveau régime. À partir de 1971, une nouvelle transformation s'opère, l'authenticité. Le Congo devient le Zaïre. Le fleuve Congo devient le fleuve Zaïre. Une nouvelle monnaie est introduite, le Zaïre. Le régime cherche désormais à rebâtir non seulement l'économie, mais aussi l'identité nationale. Au début des années 1970, la flambée des cours du cuivre offre au Zaïre des recettes considérables. Le pays entre alors dans une phase d'euphorie économique. Mobutu lance ce qui deviendra l'une des plus vastes politiques de grands travaux de l'histoire du pays. Lorsque Mobutu prend le pouvoir en novembre 1965, le Congo, futur Zaïre, possède l'un des plus grands potentiels hydroélectriques du monde, mais cette richesse reste largement sous-exploitée. Le fleuve Congo, deuxième fleuve le plus puissant de la planète après l'Amazone par son débit, représente à lui seul une réserve énergétique exceptionnelle. Pour Mobutu, l'énergie devient rapidement un pilier stratégique de son projet de transformation nationale. Son ambition est claire: industrialiser le pays, moderniser les infrastructures et faire du Zaïre une puissance économique africaine. Mais pour alimenter les mines du Katanga, les usines, la sidérurgie, les cimenteries et les grandes villes, une condition est indispensable: produire massivement de l'électricité. Le régime fait donc de l'énergie l'un des axes majeurs de sa politique de grands travaux. Le site d'Inga, situé dans le Bas-Zaïre sur le fleuve Congo, est connu depuis l'époque coloniale. Dès les années 1920, des ingénieurs belges identifient son potentiel exceptionnel. Sur seulement quelques kilomètres, le fleuve présente une dénivellation naturelle d'environ 96 mètres, avec un débit moyen supérieur à 42 000 mètres cubes par seconde. Le potentiel théorique du site est colossal, près de 44 000 mégawatts. Après l'indépendance, plusieurs études sont menées afin d'évaluer la faisabilité d'un barrage. En 1963, la Société italo-congolaise de développement industriel, la SICAI, participe aux premières études sérieuses du projet. Toutefois, c'est sous Mobutu que le projet prend une dimension concrète. L'objectif initial est double: sécuriser l'alimentation électrique de Kinshasa, dont la population croît rapidement, et soutenir l'industrialisation naissante du pays. Les travaux débutent en 1968. Pour superviser le développement du secteur électrique, le régime crée en 1970 la Société nationale d'électricité, qui devient le maître d'ouvrage du projet. Le financement d'Inga 1 repose sur un montage international. L'État zaïrois mobilise ses ressources propres, tandis que des bailleurs extérieurs apportent une contribution importante. La Banque mondiale participe au financement via des prêts, tandis que le Fonds européen de développement appuie certaines infrastructures associées, notamment les lignes et postes électriques. Selon plusieurs sources critiques, notamment Jean-Claude Willam, le coût final d'Inga 1 aurait atteint environ 163 millions de dollars. Les études initiales et la première phase du chantier impliquent fortement des acteurs italiens,
notamment la Sikaï et l'entreprise Astaldi, aux côtés d'autres consortiums européens spécialisés dans le génie civil et l'électromécanique. En 1972, Mobutu inaugure officiellement Inga 1. Techniquement, le barrage développe une puissance installée d'environ 351 MW répartie sur 6 turbines. Pour l'Afrique du début des années 1970, il s'agit d'une réalisation majeure. L'impact économique est immédiat. Inga 1 améliore l'alimentation de Kinshasa, soutient les premières zones industrielles et prépare l'expansion énergétique future. Socialement, l'impact est plus nuancé. Si la capitale bénéficie d'un meilleur accès à l'électricité, une grande partie du pays demeure non électrifiée. Déjà apparaît un paradoxe. Le Zaïre augmente fortement sa capacité de production, mais l'accès de la population à cette énergie reste limité. Mais Inga 1 n'est qu'une première étape. Mobutu lance Inga 2. Les travaux commencent en 1974. Le chantier est gigantesque. Canal d'amener, ouvrages hydrauliques, salles des machines, turbines de grande puissance et infrastructures de transport électrique. Le financement devient beaucoup plus lourd que pour Inga 1. L'État zaïrois, les banques commerciales occidentales, les crédits export et plusieurs institutions financières internationales participent au montage. Les coûts exacts varient selon les sources, mais les estimations situent le projet entre 500 millions et 1 milliard de dollars selon le périmètre retenu. La SNEL reste maître d'ouvrage, tandis que plusieurs entreprises européennes participent aux travaux civils et aux équipements électromécaniques. En 1982, Inga 2 entre en service. Avec 8 turbines et une puissance installée d'environ 1424 MW, Inga 2 devient le plus grand barrage du régime Mobutu. Sa capacité dépasse de plus de 4 fois celle d'Inga 1. Sur le plan économique, Inga 2 représente une prouesse majeure. Il place le Zaïre parmi les grandes puissances hydroélectriques du continent. Le barrage est censé alimenter les mines du cuivre et du cobalt, la sidérurgie, les industries lourdes et les grandes agglomérations. Mais les critiques sont nombreuses. Plusieurs experts estiment que les capacités installées dépassaient largement la demande réelle. Les industries censées absorber cette énergie, notamment la sidérurgie de Maluku, ne tournent jamais au niveau espéré. De plus, le financement par la dette alourdit considérablement les obligations extérieures du pays. Produire l'électricité ne suffit pas. Encore faut-il l'acheminer vers les centres industriels. C'est dans cette logique qu'est lancée la ligne Inga-Chaba, l'un des projets les plus spectaculaires du régime. Le problème est simple. Les mines du Chaba se trouvent à près de 1700 km d'Inga. Plutôt que de construire plusieurs centrales thermiques locales, Mobutu choisit une solution audacieuse, transporter l'électricité du Bas-Zaïre jusqu'au Katanga. Le projet débute au milieu des années 1970. Le financement repose en grande partie sur des crédits étrangers, notamment américains. L'Exim Bank américaine participe massivement, tandis que d'autres banques et organismes de crédit soutiennent le projet. Parmi les entreprises impliquées figurent Morrison Knudsen, ASEA, et plusieurs grands groupes occidentaux spécialisés dans la haute tension. En 1982, la ligne est mise en service. Techniquement, c'est une prouesse mondiale. Environ 1700 km de ligne HVDC à plus ou moins 500 kV, l'une des plus longues lignes à courant continu haute tension au monde à cette époque. Son rôle est crucial. Alimenter la Gécamine, les mines de cuivre et de cobalt, les fonderies et les industries du Chaba. Sur le plan économique, la ligne renforce théoriquement l'intégration énergétique nationale. Mais le projet est fortement critiqué. Le coût, initialement estimé autour de 250 millions de dollars, aurait approché 1 milliard de dollars selon certaines analyses. De nombreux observateurs dénoncent un surdimensionnement du projet. Le paradoxe est saisissant. Des pylônes géants traversent des régions entières dont les populations n'ont elles-mêmes pas accès à l'électricité. Le dernier grand projet énergétique du régime se situe à l'est. Ruzizi 2 s'inscrit dans une logique différente. Ici, il ne s'agit plus d'un projet purement national, mais régional. Dans le cadre de la communauté économique des pays des Grands Lacs, créée en 1976 entre le Zaïre, le Rwanda et le Burundi, les trois États décident de renforcer leur coopération énergétique. Le barrage de Ruzizi 2 est construit entre 1983 et 1989 sur la rivière Ruzizi. Son objectif est d'alimenter Bukavu, le Kivu, le Rwanda et le Burundi. Le financement provient principalement de la Banque mondiale et des États membres. L'exploitation est confiée à la Sinelac,
société régionale de production électrique. Avec une capacité d'environ 44 MW, Ruzizi 2 est beaucoup plus modeste qu'Inga, mais son impact régional est important. Il améliore l'approvisionnement électrique de l'Est du Zaïre et renforce l'intégration régionale. Avec Inga 1, Inga 2, la ligne Inga-Shaba et Ruzizi 2, Mobutu dote le Zaïre d'infrastructures énergétiques parmi les plus impressionnantes du continent. Sur le plan technique, les réalisations sont indéniables, mais leur impact social et économique reste contrasté. L'électricité produite sert prioritairement les mines, l'industrie lourde et les centres urbains stratégiques. La population rurale reste largement exclue. À cela s'ajoutent 3 problèmes majeurs: l'endettement massif, la sous-utilisation de certaines capacités et la dégradation progressive de la maintenance. Le secteur énergétique illustre ainsi parfaitement le paradoxe du régime Mobutu. Des ambitions gigantesques, des infrastructures spectaculaires, mais une transformation économique et sociale incomplète. Pour Mobutu, reconstruire le pays ne signifie pas seulement relancer l'économie ou sécuriser le territoire. Il faut aussi transformer l'espace urbain lui-même. Il faut bâtir des infrastructures capables d'incarner l'autorité de l'État, la modernité du régime et le prestige du Zaïre sur la scène internationale. L'urbanisme devient ainsi un instrument politique. Routes, palais, centres de congrès, foires internationales, villes nouvelles, Mobutu veut laisser une empreinte visible dans le béton, l'acier et le marbre. À peine 2 ans après son arrivée au pouvoir, Mobutu reçoit une occasion unique: accueillir à Kinshasa le sommet de l'Organisation de l'Unité africaine en 1967. Le défi est immense. Le Congo, encore marqué par la crise post-indépendance, doit convaincre les dirigeants africains qu'il est redevenu stable et fréquentable. Pour cela, Mobutu lance la construction accélérée de la cité de l'OUA, à Ngaliema. Le projet a un objectif clair: offrir un complexe moderne capable d'héberger les délégations africaines, d'accueillir les réunions de haut niveau et de servir de vitrine diplomatique du nouveau régime. Le chantier mobilise environ 1000 ouvriers congolais et plusieurs dizaines de techniciens européens. Financé principalement par l'État congolais, le complexe comprend résidences, espaces protocolaires, salles de réception et infrastructures sécurisées. La cité de l'OUA n'a pas un impact économique direct majeur. Ce n'est ni une usine, ni une infrastructure productive. Son importance est ailleurs. Elle symbolise le retour de Kinshasa au cœur de la diplomatie africaine. Avec ce projet, Mobutu envoie un message clair: le Congo n'est plus un État en faillite, il redevient un acteur continental. Après la stabilisation politique, vient le temps de la modernisation économique. Mobutu veut industrialiser le pays, attirer les investisseurs et promouvoir la production nationale. Mais pour convaincre, il faut montrer. C'est dans cette logique qu'est créée en 1969 la Foire internationale de Kinshasa, plus connue sous le nom de FIKIN. Située à Limete sur un site d'environ 18 hectares, la FIKIN est conçue comme une gigantesque plateforme d'exposition économique. Financée principalement par l'État zaïrois, le projet mobilise architectes congolais et entreprises locales, avec notamment la participation de l'architecte Fernand Talangai. Le complexe comprend halls d'exposition, pavillons nationaux et internationaux, espaces commerciaux, zones culturelles et espaces de loisirs. L'objectif est multiple: stimuler le commerce, attirer les capitaux étrangers, promouvoir les industries locales et faire de Kinshasa une capitale économique régionale. Le succès est rapide. Dès les premières éditions, des centaines de milliers de visiteurs affluent. Des dizaines de pays participent. La FIKIN devient bien plus qu'une foire, elle devient une institution nationale. Pendant les années 1970 et 1980, elle incarne l'ambition du Zaïre de produire, commercer et rayonner. Pour plusieurs générations de Kinois, la FIKIN est aussi un lieu de loisirs, de culture et de mémoire collective. Mais après les pillages de 1991 et 1993, la foire décline brutalement. En 1966, Mobutu lance l'un de ses projets les plus ambitieux, le domaine présidentiel de l'Ansele. À première vue, on pourrait croire à une simple résidence présidentielle. En réalité, l'Ansele est bien plus que cela. Situé à l'est de Kinshasa, le domaine est pensé comme un complexe multifonctionnel combinant résidence présidentielle, centre agro-industriel, espace de loisirs et centre politique. Mobutu poursuit plusieurs objectifs simultanément. Il veut d'abord une résidence sécurisée, loin du centre-ville.
Mais il veut aussi créer une vitrine du Zaïre moderne, capable de démontrer que le pays peut développer une agriculture mécanisée et des infrastructures de haut niveau. En 1973, une ordonnance présidentielle transforme officiellement la Nsélé en établissement public autonome, le domaine présidentiel de la Nsélé, ou DPN. Ce détail est fondamental. Cela signifie que la Nsélé n'est pas seulement un palais, elle devient une véritable entreprise d'État, dotée d'autonomie administrative et financière, autorisée à mener des activités agricoles, industrielles et commerciales. Le domaine comprend fermes modernes, élevage, cultures industrielles, parcs animaliers, piscines, restaurants, villas, salles de réception et infrastructures du MPR. Le financement provient principalement de l'État et de la présidence, avec une assistance technique étrangère, notamment taïwanaise, pour le développement agricole. L'impact économique est réel. Le domaine produit des denrées agricoles, crée des emplois et contribue à l'approvisionnement de Kinshasa. Mais la Nsélé incarne aussi les contradictions du régime. Derrière la modernisation se cache une centralisation extrême du pouvoir. Tout y est placé sous contrôle direct du président. La Nsélé devient ainsi le mobutisme matérialisé. Modernisation, prestige, centralisation et culte du pouvoir. Au milieu des années 1970, Mobutu veut doter Kinshasa d'un monument à la hauteur de son régime. Le contexte a changé. Le Zaïre est désormais un État à parti unique, dominé par le MPR. L'idéologie de l'authenticité est en pleine expansion. Le rapprochement avec la Chine populaire s'accélère. C'est dans ce contexte qu'est lancé le Palais du Peuple. Construit entre 1975 et 1979, grâce à la coopération sino-zaïroise, le bâtiment est conçu par des architectes chinois et zaïrois, avec une forte inspiration du Great Hall of the People de Pékin. Le complexe comprend un hémicycle parlementaire, une salle de congrès de 3500 places, des salles de conférences, des bureaux administratifs et de vastes esplanades. Le financement exact reste difficile à établir, mais plusieurs estimations situent le coût autour de 42 millions de dollars. Le Palais du Peuple n'est pas une infrastructure productive. Son rôle est institutionnel. Il devient le cœur symbolique du pouvoir, siège du Parlement, lieu de congrès du MPR, espace de cérémonie nationale. Le paradoxe est évident. Le bâtiment s'appelle Palais du Peuple, dans un régime où le pluralisme politique est quasiment inexistant. Pourtant, contrairement à de nombreux projets du régime, le Palais du Peuple survit à Mobutu et demeure encore aujourd'hui un centre institutionnel majeur de la RDC. S'il existe un projet qui résume à lui seul la grandeur et les excès du mobutisme, c'est Gbadolite. Avant Mobutu, Gbadolite n'est qu'un village isolé du nord du pays. À partir de 1967, tout change. Mobutu entreprend d'y bâtir une ville moderne sortie de terre. Les raisons sont multiples. Sécurité, prestige, attachement régional, démonstration de puissance. Mobutu veut prouver qu'il peut transformer un village reculé en métropole moderne. Les travaux s'étalent sur plusieurs décennies. Des entreprises comme Sakumo puis Safricas participent à la construction des infrastructures. Routes bétonnées, centrales hydroélectriques, aéroport international capable d'accueillir de gros porteurs, hôpital moderne, écoles, hôtels, logements administratifs. Mais le cœur de Gbadolite reste ses palais. Le premier grand palais, commencé en 1973, couvre environ 15 000 m² sur 3 étages. Inspiré du palais royal de Laken, il est orné de marbre, de matériaux luxueux et de portes monumentales en malachite. Plus tard, Mobutu fait construire le palais ultra sécurisé de Kawele, où il se replie durant les dernières années de son règne. À son apogée, Gbadolite impressionne le monde. Localement, l'impact est réel. La ville crée des emplois, attire des services modernes et améliore fortement les conditions de vie régionales. Mais le problème fondamental demeure. Gbadolite dépend entièrement d'un seul homme. Il n'existe pas d'économie autonome suffisamment solide pour soutenir durablement cette ville. En mai 1997, lorsque Mobutu fuit le pays, tout s'effondre. Ironie tragique, les premiers à piller les palais sont ses propres gardes présidentiels. Ils sont rapidement suivis par des civils. Canapés, marbre, lustres, équipements électriques, climatiseurs, tout est arraché. En quelques jours, le symbole suprême du pouvoir mobutiste devient un champ de ruines. Au début des années 1970, Kinshasa change de visage. Mobutu nourrit une nouvelle ambition, faire de Kinshasa non seulement une capitale politique, mais aussi une métropole économique de rang international.
Le cœur de cette transformation se situe dans la commune de la Gombe, notamment le long du boulevard du 30 juin, artère emblématique de la capitale. Mobutu veut que cette avenue rivalise avec les grands centres d'affaires du continent. Il veut des immeubles modernes, des tours de bureaux, des centres financiers. Il veut projeter l'image d'un Zaïre puissant, moderne et tourné vers le monde. C'est dans ce contexte qu'émergent deux des gratte-ciels les plus emblématiques de l'époque, l'immeuble Sosacom et le centre de commerce international du Zaïre. Le premier est l'immeuble de la Sosacom, la société zaïroise de commercialisation des minerais. Le projet naît à la fin des années 1960, à une époque où l'État cherche à centraliser davantage le contrôle du secteur minier, véritable colonne vertébrale de l'économie nationale. L'objectif est clair, centraliser à Kinshasa les activités de commercialisation des minerais et autres ressources stratégiques dans un siège moderne capable de refléter la puissance du secteur minier zaïrois. Les travaux débutent en 1969 et s'achèvent en 1977, après près de 8 années de chantier. Le projet est principalement financé par des ressources internes, issues de l'État et du secteur minier parapublic. Le maître d'ouvrage est la Sosacom elle-même, tandis que la conception architecturale est assurée par des architectes belges, notamment l'atelier d'architecture de Jean Val, en collaboration avec Claude Strebel. Avec ses 23 étages et environ 79 mètres de hauteur, la tour devient l'un des bâtiments les plus imposants de Kinshasa. Son architecture brutaliste, marquée par des lignes angulaires puissantes et une façade ocre singulière, tranche radicalement avec le paysage urbain de l'époque. Sosacom devient rapidement un symbole du boom minier, symbole de la modernité quinoise, symbole du Zaïre des années fastes. Sur le plan économique, la tour centralise des activités stratégiques liées au commerce des minerais et participe à la tertiarisation du centre-ville. Mais Mobutu veut aller encore plus loin. Centraliser les minerais ne suffit pas. Il veut désormais faire de Kinshasa un centre régional du commerce international. C'est dans cette logique qu'est lancé le Centre de commerce international du Zaïre, plus connu sous le nom de CCIZ. Construit au milieu des années 1970 sur les rives du fleuve Congo, dans la Gombe, le CCIZ est pensé comme un complexe d'affaires de très haut niveau. Son objectif est ambitieux: attirer banques internationales, multinationales, investisseurs étrangers, institutions financières, conférences d'affaires. En somme, Mobutu veut faire de Kinshasa une place commerciale incontournable en Afrique centrale. Le projet est financé par l'État zaïrois, probablement via un mélange de recettes minières et de financements extérieurs. Le coût exact reste difficile à établir, mais le bâtiment est souvent cité parmi les méga-projets emblématiques des années 70. Le CCIZ est inauguré en 1977, au moment même où l'économie zaïroise commence pourtant à montrer des signes de fragilité. Avec ses 22 étages culminant à près de 79 mètres, le bâtiment domine le front fluvial de Kinshasa. Son architecture moderne en verre et béton reflète l'esthétique corporate internationale des années 1970. Le message est clair, le Zaïre est ouvert aux affaires mondiales. Sur le papier, le projet est cohérent. Kinshasa a besoin d'un centre d'affaires moderne. Mais la réalité économique se révèle plus complexe. Le secteur privé zaïrois ne se développe pas assez vite pour exploiter pleinement une infrastructure aussi ambitieuse. La crise économique, la dette croissante et la chute des recettes minières limitent progressivement le potentiel du CCIZ. Avec Sosacom, le CCIZ, la FIKIN et les autres grands projets urbains, Kinshasa connaît dans les années 1970 une transformation profonde. Pour la première fois, la capitale se dote d'un véritable skyline moderne. Tours, centres d'affaires, hôtels internationaux, grands boulevards. Le régime projette l'image d'une ville appelée à devenir la grande métropole économique d'Afrique centrale. Le rêve est grand. Les fondations, elles, restent plus instables. Lorsque Mobutu prend le pouvoir en 1965, il hérite d'un pays immense, difficile à gouverner et encore plus difficile à relier. Avec ses 2,3 millions de kilomètres carrés, le Congo est un véritable pays-continent. La géographie y est aussi spectaculaire que contraignante. Forêts équatoriales denses, rivières immenses, routes rares, réseaux ferroviaires fragmentés et seulement une quarantaine de kilomètres de façades maritimes. Le problème est fondamental. Comment gouverner un territoire aussi vaste si hommes, marchandises, minerais et institutions ne peuvent circuler efficacement? Mobutu comprend très tôt qu'au Zaïre,
Contrôler le transport revient presque à contrôler l'État lui-même. Routes, ports, fleuves, rails, aviation. Le transport devient l'un des piliers de son projet de modernisation. Sous la colonisation belge, le Congo disposait déjà d'infrastructures stratégiques, ports, lignes ferroviaires et réseaux fluviaux. Mais l'indépendance, les mutineries et les crises des années 1960 désorganisent fortement cet héritage. La logistique nationale est fragilisée. Pour répondre à ce défi, il centralise progressivement les grands réseaux de transport. En 1971, dans le cadre de la politique d'authenticité, l'OTRACO devient l'Office national des transports, plus connu sous le nom d'ONATRA. L'objectif est ambitieux, créer un système logistique intégré capable de relier un pays gigantesque. L'ONATRA n'est pas une simple entreprise publique. Elle contrôle simultanément les ports maritimes, le transport fluvial, les chantiers navals et le chemin de fer Matadi à Kinshasa. Elle gère notamment le port de Matadi, le port de Boma, le port de Banana, le port de Kinshasa, ainsi qu'un réseau fluvial navigable de plus de 12 000 km. Au cœur du système se trouve le corridor Matadi-Kinshasa. Les navires océaniques arrivent à Matadi. Les marchandises sont ensuite transportées par train sur 366 km jusqu'à Kinshasa. De là, barges et remorqueurs prennent le relais vers l'intérieur du pays. Ce corridor est vital. Il alimente Kinshasa et l'intérieur en carburant, machines, biens manufacturés et médicaments. En sens inverse, il permet l'exportation du cuivre, du cobalt, du bois, du café et d'autres ressources stratégiques. À son apogée, l'ONATRA dispose d'une flotte impressionnante, centaines de barges, remorqueurs, ferries et bateaux passagers. Des milliers de travailleurs, dockers, cheminots, marins, techniciens en assurent le fonctionnement. L'impact économique est colossal. Si la Gécamine représente le cœur minier du Zaïre, alors l'ONATRA en constitue les artères. Mais comme beaucoup d'entreprises publiques du régime, l'ONATRA souffre progressivement de bureaucratisation, de politisation et de sous-investissement. Dès les années 1980, le matériel vieillit, la maintenance ralentit et les performances déclinent. L'entreprise qui faisait circuler le pays entre lentement en crise. Dans un territoire immense, où certains trajets terrestres prennent plusieurs semaines, l'aviation n'est pas un luxe, elle est un instrument de souveraineté. Créée sous le nom d'Air Congo en 1961, la compagnie nationale devient Air Zaïre après le changement de nom du pays en 1971. Mobutu voit grand. Il veut une compagnie nationale capable de rivaliser avec les grandes compagnies africaines. Air Zaïre doit relier le pays, mais aussi projeter une image de modernité sur la scène internationale. L'État investit massivement dans la flotte. La compagnie exploite des DC-10 pour les longues distances, des Boeing 737 pour les lignes régionales et domestiques, des DC-8, ainsi que des Fokker F-27 pour desservir les aéroports secondaires. À son apogée, la flotte principale dépasse une dizaine de gros appareils. Air Zaïre relie Kinshasa à Goma, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, Gbadolite, Kananga, Mbuji-Mayi et de nombreuses autres villes. Elle dessert aussi l'international, Bruxelles, Paris, Lagos, Libreville, Dakar ou encore Luanda. L'aéroport international de Goma devient une porte stratégique vers les Grands Lacs. Il soutient le commerce régional, le tourisme et les échanges avec le Kivu. L'aéroport de Bangoka à Kisangani joue quant à lui un rôle de carrefour entre l'Est, le centre et le nord du pays. Pendant un temps, Air Zaïre symbolise la grandeur du régime. Posséder des DC-10 et même exploiter un Boeing 747 place le Zaïre dans un cercle restreint de compagnies africaines ambitieuses. Mais derrière le prestige, les coûts explosent. Carburant, maintenance, pièces de rechange, formation. L'exploitation de gros porteurs pèse lourd. La politisation aggrave la situation. Certains appareils sont régulièrement mobilisés pour les besoins personnels du pouvoir. À partir des années 1980, crise de la dette, baisse des recettes minières et mauvaise gestion fragilisent la compagnie. La vitrine aérienne du régime entre en turbulence. Dans les années 1960, la région du Bandundu est difficilement accessible depuis Kinshasa. Pourtant, cette région est stratégique. Elle produit manioc, maïs, huile de palme, charbon de bois et bétail. Elle constitue aussi un corridor naturel vers le Kasaï. Le problème est simple. Sans route moderne, impossible d'intégrer économiquement cette région à la capitale. La liaison Kinshasa-Kikwit existait déjà à l'époque coloniale, mais elle restait partiellement en terre et souvent impraticable durant la saison des pluies. Mobutu décide de moderniser l'axe.
Le bitumage massif du corridor s'accélère dans les années 1970. Vers 1979, le tronçon Kinshasa-Kikwit est entièrement asphalté et opérationnel. Ce projet s'inscrit dans la stratégie de grands corridors nationaux. L'objectif n'est pas uniquement économique, il est aussi politique. Le Kwilu avait été l'un des foyers de la rébellion muleliste. En reliant durablement la région à Kinshasa, Mobutu renforce la présence de l'État. L'impact est considérable. Le temps de trajet diminue. Les camions circulent plus facilement. Les pertes agricoles baissent. Kinshasa reçoit davantage de produits vivriers. Kikwit devient un hub commercial majeur. Dans un pays continent comme le Zaïre, une route n'est jamais seulement une infrastructure économique. Elle est aussi un instrument de souveraineté. Parmi tous les projets de transport du régime, peu impressionnent autant que le pont Maréchal. Avant sa construction, traverser le fleuve Congo entre Matadi et l'autre rive nécessitait ferry et barges. Cette situation ralentissait fortement le trafic entre Matadi, Boma, Banana et Moanda. Or, cette zone est cruciale. Matadi est le principal port maritime du pays. Banana ouvre sur l'Atlantique. Moanda concentre une part importante de l'activité pétrolière. Le corridor est vital pour l'économie nationale. Dès la fin des années 1960, des études sont lancées. En 1972 est créée l'Organisation pour l'équipement de Banana Kinshasa, chargée de piloter le projet. Le financement principal vient du Japon via l'aide publique au développement, avec un prêt d'environ 34,5 milliards de yens, l'équivalent de près de 100 millions de dollars de l'époque. Les travaux commencent en 1979. Ils mobilisent ingénieurs japonais, techniciens zaïrois et entreprises spécialisées en génie civil. En 1983, le pont est inauguré. L'ouvrage est spectaculaire. Long de 722 mètres, avec une portée principale de 520 mètres, il utilise près de 14 000 tonnes d'acier. À son inauguration, il devient le plus long pont suspendu d'Afrique. Le pont devait initialement accueillir à la fois route et rail. Mais comme souvent dans les méga-projets du régime, la vision initiale ne sera que partiellement réalisée. La voie ferrée ne sera jamais installée. Malgré cela, l'impact économique est majeur. Le pont Maréchal fluidifie les échanges, réduit les coûts logistiques et renforce la liaison entre Matadi, Boma, Banana et Moanda. Il devient un symbole puissant de modernité. À travers l'Onatra, Air Zaïre, la route Kinshasa-Kikwit et le pont Maréchal, Mobutu tente de résoudre l'un des défis les plus fondamentaux du Zaïre, la distance. Ces infrastructures transforment réellement le pays. Elles réduisent l'isolement de nombreuses régions, facilitent les échanges économiques et renforcent la présence de l'État. Mais elles révèlent aussi les contradictions du régime. La plupart de ces projets reposent sur de lourds financements publics, souvent appuyés par l'endettement extérieur et l'expertise étrangère. Leur durabilité dépend fortement de la maintenance, de la gouvernance et de la capacité institutionnelle. Lorsque la crise économique frappe dans les années 1980, ces fragilités apparaissent brutalement. Le transport sous Mobutu résume ainsi un paradoxe central du régime, une ambition immense, des réalisations parfois spectaculaires, mais des fondations souvent fragiles face au temps. Lorsque Mobutu prend le pouvoir en 1965, il comprend rapidement qu'au Zaïre, gouverner ne signifie pas seulement contrôler le territoire physique. Il faut aussi contrôler les flux invisibles, l'information, l'image, les communications et, plus largement, le récit national. Dans un pays continent de 2,3 millions de kilomètres carrés, où des millions de citoyens vivent loin des routes bitumées, loin des journaux et parfois même loin de l'administration centrale, celui qui contrôle les ondes contrôle en grande partie la nation. Pour Mobutu, la modernité ne se mesure pas uniquement en kilomètres de route, en mégawatts ou en tonnes d'acier. Elle se mesure aussi à la capacité d'un État à parler à son peuple, à projeter son image et à s'inscrire dans les grandes aventures technologiques de son époque. À l'indépendance en 1960, le Congo hérite d'un système de radiodiffusion limité, principalement concentré dans les grands centres urbains. Or, le pays est immense, multiethnique, multilingue et politiquement fragile. Les sécessions, les rébellions et les guerres civiles des années 1960 ont montré une réalité brutale. Sans communication nationale efficace, l'État peine à exister au-delà de quelques grandes villes. Mobutu en tire une leçon fondamentale. Pour unifier durablement le pays, il ne suffit pas d'envoyer des administrateurs ou des soldats. Il faut pouvoir parler simultanément à Kinshasa, Kisangani, Goma,
Mbandaka, Kananga et Lubumbashi. La radio devient ainsi un instrument stratégique de souveraineté. Dans le cadre de la politique d'authenticité, la radio-télévision nationale est rebaptisée La Voix du Zaïre. Le projet est ambitieux, bâtir un vaste réseau hertzien de radio-télévision couvrant l'ensemble du territoire. L'objectif officiel est clair, moderniser les communications nationales et diffuser l'information partout dans le pays. Mais derrière cet objectif technique se cache aussi un objectif politique. La Voix du Zaïre doit participer à la construction du citoyen zaïrois. Elle diffuse les journaux parlés, les annonces officielles, les cérémonies nationales, les grands discours du président, l'hymne national, les messages du MPR, ainsi que les campagnes de mobilisation autour de l'authenticité et du Salongo. Le financement provient principalement de l'État zaïrois, appuyé par l'endettement extérieur. La réalisation du réseau est confiée à la société française Thomson CSF, l'un des grands groupes mondiaux de l'électronique et des télécommunications. Sur le papier, le projet impressionne. Studio moderne à Kinshasa, équipement de télévision, réseau radio provincial, relais hertzien, diffusion en français mais aussi en lingala, swahili, kikongo et chiluba, le système est conçu pour couvrir un pays gigantesque. L'impact social est immense. Pour des millions de Zaïrois, la Voix du Zaïre devient la principale fenêtre sur le monde. Dans certaines zones rurales, entendre la radio nationale revient à entendre directement Kinshasa. La Voix du Zaïre joue aussi un rôle majeur dans la culture populaire. Elle offre une vitrine incomparable à la musique congolaise. Franco, Tabouley, Zaiko Langa Langa, Trio Madjezi et de nombreux artistes y passent. Le média d'État contribue ainsi à l'essor d'une industrie musicale qui rayonnera bien au-delà des frontières. La Voix du Zaïre n'est pas un média indépendant. Elle fonctionne avant tout comme l'appareil audiovisuel du régime. Le pouvoir y contrôle étroitement le récit national, l'image présidentielle et la circulation de l'information. S'ajoutent à cela les difficultés techniques. Les équipements, sophistiqués et coûteux, nécessitent une maintenance lourde. S'il existe un projet capable de surprendre même les historiens du mobutisme, c'est bien l'aventure Otrag. À première vue, l'idée semble presque irréelle. Le Zaïre de Mobutu lançant des fusées. Et pourtant, à la fin des années 1970, cela devient une réalité. En 1975, l'ingénieur allemand Lutz Kaiser fonde Otrag, Orbital Transport und Raketen AG. Son ambition est révolutionnaire, construire des fusées beaucoup moins coûteuses que celles de la NASA, de l'Union soviétique ou de l'Europe. Son idée repose sur une approche radicalement différente. Plutôt que de produire des fusées extrêmement complexes et coûteuses, Otrag veut utiliser des modules cylindriques standardisés, assemblables en série, comme des briques technologiques. L'objectif est de démocratiser l'accès à l'espace. Mais un problème se pose immédiatement. Où tester ces fusées ? Il faut un immense territoire, peu peuplé, politiquement stable et suffisamment isolé pour éviter les risques. Le Zaïre offre précisément cela. Avec ses 2,3 millions de kilomètres carrés, ses vastes espaces peu habités dans le Chaba et un pouvoir présidentiel fortement centralisé, le pays apparaît idéal. Mobutu, fasciné par les grands projets et les symboles de modernité, y voit une opportunité extraordinaire. En 1976, il accorde à Otrag une concession gigantesque dans le Chaba, estimée entre 100 000 et 130 000 km², un territoire plus vaste que de nombreux pays. Le financement du projet provient principalement de capitaux privés allemands et d'investisseurs européens. Contrairement à Inga ou au Pont Maréchal, le Zaïre ne finance pas directement le programme. Mobutu fournit surtout le terrain, l'autorisation politique et la sécurité. Très vite, les essais commencent. En 1977, puis en 1978, plusieurs tirs expérimentaux sont réalisés depuis le territoire zaïrois. Les fusées s'élèvent avec succès sur plusieurs kilomètres. Certes, aucun satellite n'est mis en orbite. Le programme reste expérimental. Mais le symbole est immense. Pendant quelques années, le Zaïre devient l'un des très rares pays africains associés à des lancements de fusées. Cependant, l'aventure Otrag dépasse rapidement le simple cadre technologique. Elle devient une affaire géopolitique. En pleine guerre froide, les grandes puissances s'inquiètent. L'Union soviétique craint qu'Otrag ne serve de couverture à un programme de missiles balistiques occidentaux. La France, engagée dans le développement d'Ariane et du centre spatial de Kourou, voit aussi d'un mauvais œil l'émergence d'un concurrent potentiel. Le contexte régional n'arrange rien. À proximité du Chaba,
L'Angola est en guerre, Cuba est présent militairement et l'influence soviétique progresse. Le site spatial zaïrois devient diplomatiquement explosif. Sous l'effet des pressions internationales, Mobutu retire progressivement son soutien. Entre 1978 et 1979, l'aventure Otrag au Zaïre s'effondre. L'entreprise tentera ensuite de poursuivre ses activités en Libye, sans succès durable. Sur le plan économique, l'impact du projet reste faible. Le Zaïre ne développe ni industrie spatiale locale, ni programme orbital autonome, ni agence spatiale nationale. Mais sur le plan symbolique, l'épisode est fascinant. Pendant quelques années, Mobutu aura réussi à projeter l'image d'un Zaïre tourné vers l'avenir, capable d'accueillir l'un des projets spatiaux privés les plus ambitieux de son époque. Lorsque Mobutu prend le pouvoir en 1965, l'économie congolaise reste profondément marquée par l'héritage colonial. Le pays exporte d'immenses quantités de matières premières, cuivre, cobalt, café, coton, bois, huile de palme, mais importe encore la majorité de ses produits manufacturés, acier, machines, textiles, produits de consommation courante. Le constat est brutal. Le Zaïre est riche, immensément riche même, mais il transforme peu de ce qu'il produit. Pour Mobutu, un pays qui se contente d'exporter des matières brutes reste dépendant des puissances industrielles étrangères. La véritable souveraineté économique passe par la transformation locale. L'objectif devient alors clair, industrialiser le Zaïre. Dans les années 1970, au plus fort du boom du cuivre, le régime lance plusieurs méga-projets industriels destinés à créer une base productive nationale. Sidérurgie, textile, agro-industrie, l'ambition est de faire émerger un pays capable non seulement d'extraire, mais aussi de fabriquer. Parmi les projets les plus ambitieux figure la sidérurgie de Maluku. À l'époque, le paradoxe est frappant. Le Zaïre possède des ressources minières immenses, mais continue d'importer massivement des produits sidérurgiques, fer à béton, tôle, profilés métalliques, matériaux essentiels à la construction. Or, Mobutu lance simultanément barrages, routes, ponts, logements et bâtiments publics. Tous ces projets nécessitent de grandes quantités d'acier. L'idée de créer une sidérurgie nationale devient alors stratégique. En 1972, naît la Société sidérurgique de Maluku, implantée à Maluku, à une 50aine de kilomètres de Kinshasa. Le choix du site n'est pas anodin. Proximité de la capitale, accès au fleuve, vaste terrain et surtout accès à l'électricité bon marché produite par Inga. Le projet est colossal. Le complexe est conçu comme une véritable industrie lourde moderne, capable de produire environ 250 000 tonnes d'acier par an. Fer à béton, profilés métalliques, tôles laminées et produits dérivés doivent alimenter le BTP national. Le financement reflète l'ambition du projet. L'investissement atteint environ 1,5 milliard de francs français, soit près de 350 millions de dollars de l'époque, l'équivalent de plusieurs milliards de dollars actuels. Le capital est partagé entre l'État zaïrois, des partenaires allemands et des groupes italiens spécialisés dans la sidérurgie, notamment Demag et Italimpianti. Autour de l'usine, 2 cités ouvrières sont construites, représentant environ 1300 logements pour ouvriers, techniciens et ingénieurs. Maluku n'est pas pensé comme une simple usine, mais comme un véritable pôle industriel intégré. Sur le papier, tout semble cohérent, mais très vite, la réalité rattrape le rêve. L'approvisionnement en minerais reste insuffisant, la logistique devient lourde. La maintenance des installations exige des compétences et des budgets considérables. Malgré son gigantisme, Socider ne fonctionne jamais à pleine capacité. Certaines estimations suggèrent qu'elle n'aurait opéré qu'à environ 10% de son potentiel. Si Socider représente l'industrie lourde, la Sotexki, société textile de Kisangani, incarne l'industrie manufacturière de transformation. Le gouvernement congolais imagine alors une architecture économique fondée sur 3 grands pôles nationaux, Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani. Kisangani doit devenir le grand centre industriel du Nord-Est. Le textile apparaît comme un secteur idéal. Le Zaïre produit du coton, mais importe encore une grande partie de ses tissus, pagnes et vêtements. Pour Mobutu, cette situation est absurde. Pourquoi exporter du coton brut pour réimporter des tissus finis? La réponse est Sotexki. Créée juridiquement en 1971, la société prend la forme d'une économie mixte. Le capital est réparti entre État zaïrois, 38%, groupe belge Beaujolin, 62%. La gestion est confiée au groupe suisse Maurer Textile AG. La construction débute en 1973. La production industrielle démarre en 1975. L'ambition est gigantesque.
Sotexki doit produire environ 18 millions de mètres carrés de tissu par an. L'usine intègre l'ensemble de la chaîne textile, filature, tissage, impression, finissage, distribution. Elle transforme le coton en pagne, tissus imprimés et produits textiles destinés au marché national. Le régime présente Sotexki comme un moteur de transformation régionale. Le slogan de l'époque promet que l'usine fera vivre 7 000 à 10 000 personnes, avec un effet indirect sur près de 150 000 habitants du Haut-Zaïre. Et contrairement à beaucoup d'autres projets, Sotexki produit réellement. À son meilleur niveau, l'usine atteint environ 8 millions de mètres carrés de tissu par an, soit 40% de sa capacité théorique. C'est loin de l'objectif initial, mais cela reste considérable. Des milliers d'emplois directs et indirects sont créés. Des générations de familles vivent de l'usine. Alors pourquoi le déclin? Le problème ne vient pas d'abord de l'usine elle-même, il vient de l'amont. Le véritable talon d'Achille de Sotexki est l'approvisionnement en coton. Les rendements agricoles chutent brutalement. Le réseau de collecte se dégrade. Les routes rurales deviennent impraticables. L'Office national des fibres et textiles, censé structurer la filière, échoue. Le rendement du coton passe d'environ 600 kg par hectare à la fin des années 1950 à près de 200 kg par hectare au début des années 1980. La conséquence est mécanique. Sotexki doit importer du coton depuis les États-Unis ou la Tanzanie, ce qui détruit progressivement sa rentabilité. Pourtant, l'usine résiste plus longtemps que beaucoup d'autres industries zaïroises. Grâce à une gestion plus rigoureuse, à des cadres compétents et à une capacité d'adaptation supérieure à celle de nombreuses autres usines du pays, Sotexki constitue sans doute l'un des projets industriels les plus cohérents du régime Mobutu. Son déclin n'est pas d'abord celui de l'usine. C'est celui de tout l'écosystème agricole et logistique censé la faire vivre. Plus au nord-ouest, dans l'Ubangi, Mobutu veut aussi créer un pôle industriel régional. En 1970 est lancé le combinat industriel de Gemena, connu sous le nom de Comingem. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, il ne s'agit pas d'une industrie lourde. Comingem est un complexe agro-industriel centré sur huilerie, savonnerie. Son objectif, valoriser localement les richesses agricoles du sud Ubangi, en particulier le palmier à huile. Le modèle économique est logique. Palmeraie locale, extraction d'huile, transformation industrielle, savon et produits dérivés. Le capital est réparti entre Moleka, 51%, État congolais, 49%. Le complexe ambitionne une production annuelle d'environ 1500 tonnes d'huile raffinée, 250 tonnes de savon. L'idée est de réduire les importations, créer des emplois et structurer une filière agro-industrielle régionale. Mais là encore, la réalité s'impose. La production effective reste bien inférieure aux prévisions. Environ 500 tonnes d'huile, environ 25 tonnes de savon. Le principal problème est l'approvisionnement. Les palmeraies locales ne produisent pas suffisamment pour alimenter durablement l'usine. S'ajoutent à cela les coûts logistiques, la gouvernance fragile et des investissements mal maîtrisés. Comingem ne parvient jamais à atteindre son plein potentiel. Le chapitre industriel résume ainsi l'un des plus grands paradoxes du Zaïre de Mobutu, un pays qui rêvait sincèrement de devenir une puissance industrielle, mais dont les fondations économiques n'étaient pas assez solides pour soutenir durablement cette ambition. Sous les forêts du Kasaï, sous les plaines rouges du Katanga, sous les collines poussiéreuses du sud-est du pays, dormait la véritable fortune du Zaïre. Bien avant l'indépendance, le Congo était déjà connu comme l'un des territoires les plus riches du monde en ressources minières. Le sous-sol congolais semblait inépuisable. Lorsque Mobutu prend le pouvoir en 1965, il comprend immédiatement une réalité essentielle. Contrôler les mines, c'est contrôler l'État. Les mines ne sont pas un secteur parmi d'autres. Elles sont le moteur de l'économie. Elles financent les infrastructures, les salaires publics, les grands travaux, l'armée, l'administration, et parfois aussi le système politique lui-même. Le Zaïre de Mobutu repose ainsi sur deux géants miniers. À l'ouest du centre, la Miba et ses diamants du Kasaï. Au sud-est, la Gécamine et son cuivre katangais. À elles seules, ces deux entreprises ont porté une grande partie de l'économie nationale pendant des décennies. L'histoire de la minière de Bakwanga commence bien avant Mobutu. Au début du XXe siècle, d'importants gisements diamantifères sont découverts dans la région de Bakwanga, aujourd'hui Mbuji-Mayi. Très vite, les autorités coloniales belges comprennent qu'elles ont affaire à un gisement exceptionnel. L'exploitation est d'abord menée par la Fort minière,
grande société coloniale active dans les secteurs forestiers et miniers. Après l'indépendance, dans un contexte de sécession du Sud Kasaï, de guerre civile et de lutte pour le contrôle des ressources, l'État congolais reprend progressivement la main. C'est dans ce contexte qu'est créée la minière de Bakwanga, plus connue sous le nom de MIBA. Sa mission, exploiter les diamants du Kasaï et générer des devises pour l'État. Lorsque Mobutu consolide son pouvoir, il comprend immédiatement l'importance stratégique de la MIBA. Le diamant possède un avantage unique. Il est facile à stocker, facile à transporter et peut être vendu rapidement sur les marchés internationaux. Pour le régime, c'est une source de liquidité précieuse. La MIBA exploite principalement des diamants industriels, utilisés dans le forage, la découpe, le polissage et diverses applications industrielles. Les diamants de joaillerie, bien que présents, représentent une part plus faible de la production. Pendant son âge d'or, entre les années 1970 et 1980, la MIBA produit entre 8 et 12 millions de carats par an, ce qui en fait l'un des plus grands producteurs mondiaux de diamants industriels. Les recettes générées sont immenses. Des centaines de millions de dollars entrent dans les caisses du pays. Mais la MIBA n'est pas qu'une mine. Autour d'elle, une véritable ville minière se construit. Mbuji-Mayi grandit au rythme du diamant. La société développe des infrastructures minières, des centres de tri, des ateliers mécaniques, des centrales électriques, mais aussi des logements, des écoles, des hôpitaux, des magasins et des équipements sociaux. Comme la Gécamine plus tard au Katanga, la MIBA fonctionne presque comme un État dans l'État. Des dizaines de milliers de personnes dépendent directement ou indirectement de l'entreprise. À partir de la fin des années 1980, la MIBA entre en difficulté. Les équipements vieillissent, les investissements diminuent, la corruption s'intensifie. Le diamant artisanal concurrence de plus en plus la production industrielle. Puis viennent les crises des années 1990, les pillages et les guerres. Le géant s'essouffle. Pourtant, malgré son déclin, la MIBA demeure l'un des piliers historiques du Kasaï. Elle symbolise à elle seule le paradoxe du diamant congolais. Une richesse immense, mais un développement local limité. Si la MIBA était le poumon du Kasaï, la Gécamine était le cœur métallique du Zaïre. L'histoire du cuivre katangais remonte à plusieurs siècles. Bien avant la colonisation, les populations locales exploitaient déjà le cuivre de manière artisanale. Mais c'est avec la colonisation belge que l'exploitation industrielle prend une ampleur gigantesque. En 1906 est créée l'Union minière du Haut-Katanga, l'UMHK. Rapidement, l'entreprise devient un géant mondial de l'extraction minière. Le Katanga possède un trésor géologique exceptionnel, le Copper Belt, l'un des bassins cuprifères les plus riches de la planète. On y trouve des concentrations extraordinaires de cuivre, cobalt, zinc, germanium, uranium. L'UMHK construit un vaste appareil industriel. Mines à ciel ouvert, usines de concentration, fonderies, raffineries, cités ouvrières. Le cuivre katangais devient un métal stratégique mondial. Même l'histoire nucléaire mondiale croise celle du Congo. La mine de Shinkolobwe fournit une partie de l'uranium utilisé dans le Manhattan Project, programme américain qui mènera aux bombes atomiques de 1945. Après l'indépendance, le Katanga devient le centre d'une lutte féroce pour le pouvoir. La sécession katangaise menée par Moïse Tshombe démontre une chose. Celui qui contrôle le Katanga contrôle la richesse du pays. Mobutu retient la leçon. Après avoir consolidé son pouvoir, il nationalise l'Union minière. En 1967, naît la Générale des carrières et des mines, la Gécamine. L'objectif est double. D'une part, récupérer la souveraineté minière du pays. D'autre part, utiliser cette rente pour financer le développement national. Durant son âge d'or, entre 1967 et le milieu des années 1980, la Gécamine devient l'épine dorsale de l'économie zaïroise. Sa production atteint régulièrement 400 000 à 500 000 tonnes de cuivre par an, en plus d'importantes quantités de cobalt. Le Katanga devient un géant minier africain. Mais la Gécamine est bien plus qu'une entreprise minière. Elle construit des cités entières. Elle gère logements, écoles, hôpitaux, magasins, fermes, routes et services sociaux.
Elle fonctionne comme une puissance autonome, un véritable État dans l'État. À son apogée, la Gécamine fournit selon les années 50 à 70% des recettes d'exportation du Zaïre. Autrement dit, une grande partie du pays vit grâce au cuivre katangais. Les grands travaux de Mobutu, barrages, routes, palais, industries, sont en partie rendus possibles par cette manne. Les mines ont enrichi le Zaïre. Elles ont financé des routes, des barrages, des villes, des industries. Mais elles ont aussi créé une dépendance extrême à la rente minière. Quand les prix étaient hauts, le système prospérait. Quand les prix chutaient, toutes les fragilités apparaissaient. Le Zaïre possédait l'un des sous-sols les plus riches du monde. Pourtant, cette richesse n'a jamais suffi à garantir un développement durable. Sous Mobutu, le cuivre et le diamant ont fait vivre le pays. Mais ils ont aussi révélé les limites d'un modèle économique trop dépendant de l'extraction et trop vulnérable aux chocs extérieurs. Sous le règne de Mobutu, le sport occupe une place bien plus importante qu'un simple loisir populaire. Pour le maréchal, le sport est un instrument de prestige, de diplomatie et d'unité nationale. Dans un pays immense, marqué par de profondes fractures régionales, linguistiques et ethniques, le football devient l'un des rares langages communs capables de rassembler toute la nation derrière un même drapeau. Mobutu comprend très tôt la puissance politique du sport. Chaque victoire devient une victoire du régime. Chaque triomphe international devient une démonstration de la grandeur du Zaïre. Sous son règne, les léopards du Zaïre connaissent leur âge d'or. En 1968, puis en 1974, ils sont sacrés champions d'Afrique, faisant du Zaïre l'une des plus grandes puissances footballistiques du continent. Mais l'exploit le plus symbolique survient en 1974. Le Zaïre devient la première nation d'Afrique subsaharienne à participer à une Coupe du monde de football, organisée cette année-là en Allemagne de l'Ouest. Même si le parcours sportif fut difficile, la portée symbolique fut immense. Pour Mobutu, ce n'était pas seulement une qualification sportive, c'était un message au monde. Le Zaïre était désormais une nation qui comptait. Cette même année, Mobutu réalise un autre coup diplomatique spectaculaire. Kinshasa accueille le combat historique entre Muhammad Ali et George Foreman, deux champions du monde des poids lourds. Les regards de la planète entière se tournent vers le Zaïre. Pour quelques semaines, Kinshasa devient le centre du sport mondial. Ce n'est pas un hasard. Mobutu veut montrer que son pays peut accueillir les plus grands événements internationaux. Le sport devient ainsi un outil de rayonnement. Mais cette politique du prestige ne se limite pas aux compétitions. Elle se matérialise aussi dans le béton. Stades, monuments, tours, places publiques. Mobutu veut inscrire la puissance du régime dans l'espace urbain. Il veut que le Zaïre se voie, se contemple et impressionne. À la fin des années 1980, le vieux stade du 20 mai, l'actuel Tata Raphaël, ne suffit plus à porter les ambitions monumentales du régime. Ce stade historique avait accueilli les grands moments du sport zaïrois, les discours politiques majeurs, ainsi que le combat entre Ali et Foreman. Mais pour Mobutu, il ne reflète plus la grandeur qu'il veut projeter. Le maréchal veut plus grand, plus moderne, plus spectaculaire. Il veut un stade national à la hauteur de son pouvoir. C'est dans ce contexte qu'est lancé le projet du stade Kamanyola. Le nom n'est pas anodin. Kamanyola est une localité du sud Kivu, associée à une victoire militaire importante contre les rébellions des années 1960. Sous Mobutu, ce nom devient un symbole de puissance, de victoire et d'autorité. Baptiser le stade Kamanyola revient donc à transformer une infrastructure sportive en monument politique. Le projet s'inscrit dans la coopération sino-zaïroise. En 1987, un accord est conclu avec la Chine pour la construction du stade. Le financement est estimé à environ 38 millions de dollars, une somme considérable pour l'époque. La Chine apporte l'ingénierie et l'expertise technique, tandis que le Zaïre finance une partie du projet à travers les ressources de l'État. Le chantier démarre officiellement le 14 octobre 1988, date hautement symbolique, puisqu'elle correspond à l'anniversaire de Mobutu.
Rien n'est laissé au hasard. Le stade est conçu comme un monument gigantesque. Avec une capacité d'environ 80 000 places, il devient l'un des plus grands stades d'Afrique centrale. L'infrastructure comprend une piste d'athlétisme, des tribunes monumentales, des loges officielles, des espaces de presse, des installations modernes pour les sportifs. Ce n'est pas seulement un stade, c'est une scène nationale. Un espace où doivent se jouer à la fois le sport, la fête populaire et la démonstration du pouvoir. Le stade est achevé après 5 années de travaux et inauguré en 1994. Il devient immédiatement la nouvelle maison du football congolais. Les Léopards, les grands clubs de Kinshasa, les compétitions africaines, les concerts et les grands rassemblements populaires y trouvent leur nouveau sanctuaire. Contrairement à plusieurs méga-projets du régime, le stade Kamanyola est un véritable succès infrastructurel. Il est achevé, il fonctionne. Et il demeure aujourd'hui encore le principal stade du pays, sous son nouveau nom, Stade des Martyrs. Un monument du mobutisme devient un lieu de mémoire dédié à des figures exécutées sous son régime. Si le stade Kamanyola représente le prestige sportif, la tour de l'échangeur de Limete incarne l'ambition monumentale de Mobutu. L'idée est simple, mais grandiose. Offrir à Kinshasa un monument iconique, immédiatement reconnaissable, comparable aux grands symboles architecturaux des métropoles mondiales. Le projet est confié à l'architecte franco-tunisien Olivier Clément Kakoub, connu pour ses monuments monumentaux à travers l'Afrique. La tour est implantée à Limete, sur un nœud stratégique de circulation reliant plusieurs communes majeures de Kinshasa. Mais le projet dépasse largement la simple urbanisation. Il porte une forte charge symbolique. En 1966, Mobutu proclame Patrice Lumumba héros national. Dans cette logique, la tour devait également servir de monument de mémoire nationale. Le financement est estimé à environ 10 millions de dollars de l'époque, financé par l'État zaïrois. La première pierre est posée le 24 novembre 1967 par le président tanzanien Julius Nyerere, signe de l'importance diplomatique du projet. La tour est spectaculaire. Haute de 210 mètres, soutenue par 4 gigantesques colonnes en béton armé, elle domine Kinshasa. Le projet initial est ambitieux. Belvédère panoramique, musée national, centre de télécommunications, attraction touristique. Autrement dit, Mobutu ne veut pas construire une simple tour. Il veut créer un monument vivant, un symbole national. Mais comme pour plusieurs méga-projets du régime, l'ambition se heurte à la réalité. En 1974, les travaux s'arrêtent brutalement. Les causes sont multiples. Ralentissement économique, chute des recettes minières, pression budgétaire, coût croissant des grands travaux. Le chantier reste inachevé pendant des décennies. La tour de Limete devient alors le symbole d'un paradoxe fondamental du mobutisme. Une vision immense, une ambition spectaculaire, mais une exécution incomplète. Pendant longtemps, elle est perçue comme l'un des grands éléphants blancs du Zaïre. Ce n'est qu'au XXIe siècle qu'elle est véritablement réhabilitée. Pourtant, même inachevée, la tour garde une force symbolique exceptionnelle. Elle raconte mieux que tout autre monument la psychologie du régime. Mobutu rêvait grand, très grand, parfois plus grand que les capacités réelles du pays. Pendant plus de 3 décennies, Mobutu Sese Seko aura profondément marqué le paysage du Zaïre. Barrages, routes, ponts, palais, stades, usines, mines, monuments. Son régime a laissé une empreinte physique indéniable sur le pays. Des projets comme Inga, le pont Maréchal, le Palais du Peuple, la Gécamine, la Miba ou encore le stade Kamanyola témoignent d'une ambition réelle, faire du Zaïre une puissance africaine moderne, industrialisée et respectée. Mais derrière cette grandeur se cachait aussi une fragilité structurelle. Beaucoup de projets furent surdimensionnés, dépendant de la rente minière, de l'endettement extérieur ou d'une gouvernance centralisée autour du pouvoir présidentiel.
Lorsque les cours du cuivre chutèrent, que la corruption s'intensifia et que l'État s'affaiblit, les fissures apparurent. C'est là tout le paradoxe du mobutisme. Mobutu a construit, beaucoup plus que certains ne veulent l'admettre. Mais il a aussi présidé à l'affaiblissement progressif des institutions censées faire vivre durablement ses réalisations. Au final, l'héritage des grands travaux de Mobutu reste contrasté, entre vision et démesure, entre modernisation et prédation, entre grandeur et déclin. Une chose demeure certaine, comprendre le Congo d'aujourd'hui exige de comprendre le Zaïre de Mobutu, car une partie du pays moderne, dans ses infrastructures, ses réussites et ses fractures, porte encore son empreinte.